à tout le monde, parce que ça serait compliqué, mais d'abord, pour revenir rapidement sur ce qui a été dit, je crois qu'il y a quand même deux sujets qui sont des sujets qui ne sont pas que juridiques. Le premier, c'est que pour beaucoup de nos concitoyens, des politiques au niveau de l'Union européenne n'ont pas de trait avec l'Union européenne. Et il y a un échec de la politisation en la matière. J'ai notamment été marqué par le débat ou par le non-débat qu'on a eu sur le marché européen de l'électricité, où là, pour le coup, il y avait un levier, il y avait un sujet, et où, in fine, le débat n'a pas réellement eu lieu. Alors que là, il y avait un levier, je dirais, populaire pour remettre en cause un certain nombre de choses qui sont problématiques. Deuxième élément, il y a une bataille sur la signification des notions qui, aujourd'hui, sont complètement évidées et désignifiées de leur substance. Et je reviens sur ce que disait Marie-Françoise concernant la souveraineté. La souveraineté européenne, ça n'existe pas. Ou alors, on parle d'un État fédéral européen, en quel cas la souveraineté européenne, ça existe. Mais s'il n'y a pas d'État fédéral européen, la souveraineté européenne, ça n'existe pas. Dernièrement, j'ai eu maille à partir avec un candidat potentiel à la présidentielle, vous me direz, ils sont nombreux, qui parlait même de souveraineté communale. Pourquoi pas intercommunale? Je dis, on peut donner la souveraineté aux EPCI tant qu'on y est. Donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui une désignification complète des grandes notions qui permettraient justement de déconstruire certains récits idéologiques qui accompagnent la dérive juridique. Et ça, je crois que cette bataille-là, qui est une bataille, au fond, de message, de communication, elle doit être menée, et elle n'est pas simple à mener. Quelques points sur les aspects peut-être les plus juridiques. Oui, il peut y avoir une Europe à plusieurs vitesses, ça a été évoqué, et c'est quelque chose qui existe déjà. Tous les pays européens ne sont pas à l'euro, certains ont vocation à y entrer, mais ils disent ouais, on verra bien, demain, voire après-demain, voire jamais, et certains ont obtenu des opt-out. On arrive à faire des traités hors Union européenne quand on en a besoin. On n'est pas obligé de passer par la voie de l'Union européenne pour entrer dans des coopérations en termes de traités. On l'a fait récemment, notamment au moment de la crise financière. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et c'est, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Concernant la question d'un Frexit, alors le traité de Lisbonne ouvre la voie du fameux article 50. Je rappelle qu'il y a une contrainte constitutionnelle aussi. La France est partie à l'Union européenne. Et donc ça implique une réflexion en termes de révision constitutionnelle. Et je reviens sur la dernière question un peu technique sur laquelle je peux répondre. Oshmaï, si jamais c'est passé un peu au-dessus de la tête de certains, c'est un arrêt une décision du Conseil constitutionnel du 24 mars 2005 qui fait que le Conseil constitutionnel aujourd'hui se déclare compétent pour contrôler les décrets de convocation des référendums de l'article 11. En d'autres termes, ce qui a été fait en 1962 et 1969 par le général de Gaulle n'est plus tout à fait possible. C'est quoi juridiquement un référendum? C'est d'abord un décret de convocation. Pas de décret de convocation, pas d'urne sortie le jour J par les maires. Pas d'urne et pas de proclamation des résultats par le juge de l'élection, qui est le Conseil constitutionnel. Donc pas de décret de convocation, pas de référendum, pas de possibilité de procéder. Cette décision est plus ambiguë qu'on ne le dit. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel se déclare compétent pour contrôler ce décret de convocation, mais ne définit pas l'ampleur ni la nature de son contrôle. Laurent Fabius, quand il était président du Conseil constitutionnel, a dit plusieurs fois, au point peut-être de faire reculer Emmanuel Macron qui envisageait un référendum par cette loi-là en 2018, que lui appliquerait la chose dans toute sa rigueur. Richard Ferrand, lors de ses auditions à l'Assemblée nationale, quand il a été nommé, a été plus évasif. Donc, il n'y a pas de déterminisme, mais il est certain qu'aujourd'hui, passer par la voie de l'article 11, par exemple pour faire une révision constitutionnelle, comme on l'a évoqué, que ce soit pour sortir de l'Union, pour modifier l'article 55, pour introduire quelque chose dans la Constitution, comme l'évoquait Marie-Françoise, c'est prendre un danger juridique, c'est prendre un risque juridique en passant par l'article 11, et la voie de l'article 89, qui implique l'aval de l'Assemblée et du Sénat, est pour moi plus balisée. Par contre, la menace, elle, existe. Bien sûr. Voilà.